Voilà, comme vous le savez, j'y reviendrai un peu plus en détail évidemment. Nous avons 2 tables rondes cet après-midi, là aussi avec des temps d'échange. Donc n'hésitez pas, comme vous l'avez fait ce matin, à vous manifester assez rapidement en début de séance de questions pour pouvoir prendre la parole en temps utile. Alors, nous avons évidemment discuté ce matin des questions de changement climatique assez largement et avons rappelé, s'il le fallait, la place primordiale du bois énergie. La ministre ayant d'ailleurs rappelé un certain nombre de ses annonces à cette occasion, comme le doublement en 3 ans du fonds chaleur, par exemple, sur lesquels elle a de nouveau insisté. Alors, dans ce nouveau contexte, M. Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat, est parmi nous pour ouvrir cette partie de la journée, cet après-midi, en faisant un focus en particulier sur le bois énergie en France. Monsieur Michel. Bonjour mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs autour du syndicat des énergies renouvelables et toutes les filières de la biomasse de me donner l'occasion de vous faire part de quelques constats, orientations, perspectives ou réflexions dans ces domaines, et en particulier donc sur la question de la biomasse et énergie côté bois. Je vais essayer de tracer quelques perspectives en complétant, mais sans répéter, mais peut-être tous n'y étaient pas non plus ce matin, ce que notre ministre, Madame Ségolène Royal, a pu dire, et elle avait pris par ailleurs un scope plus large, puisqu'elle ouvrait le colloque sur l'ensemble de ces composantes. Donc, ce que je voudrais commencer à dire, c'est rappeler, comme l'a dit la ministre, dans le contexte de la transition énergétique, que tout d'abord, le gouvernement fixe vraiment 2 piliers à l'action: l'efficacité énergétique au sens large, dans tous les secteurs, y compris par exemple par la récupération, la valorisation des déchets, la moindre consommation de ressources, donc l'efficacité au sens large, et le deuxième, le développement des énergies renouvelables. Et c'est ainsi que dans le projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français, un des tout premiers articles fixe un objectif par rapport à la consommation d'énergie finale, d'atteindre en 2030 32%, tout vecteur d'énergie confondu, par rapport aux énergies renouvelables. Et si on lit l'exposé des motifs, pour atteindre cet ordre de grandeur, il faut être en gros autour de 40% d'énergie renouvelable dans l'électricité, autour de 38 dans la production de chaleur, et qui en particulier fortement concerné par le bois énergie, et autour de 15% pour l'ensemble des carburants. Alors évidemment, on peut sûrement l'atteindre d'autres façons, mais c'est ce qui un peu a guidé les réflexions autour de ce calcul. Alors, la biomasse énergie, en particulier donc le bois énergie, est amené à jouer, et ce n'est pas nouveau depuis plusieurs années, un rôle important dans l'atteinte des objectifs. Avant même de parler des objectifs 2030, nous avons un horizon 2020 en application des directives européennes et de notre plan national d'action pour les énergies renouvelables, pour atteindre le 23% global d'énergie renouvelable dans le volume total. On s'est fixé des points et une trajectoire ambitieuse en termes de bois et énergie, et de biomasse et énergie en termes de combustion de manière générale, qui sont, vous les connaissez, de l'ordre de 17 millions de tonnes d'équivalent pétrole à horizon 2020, un peu moins de 16 en chaleur et un peu plus de 1 en production d'électricité. À la fois, on peut dire, vous le savez, qu'à fin 2012, fin 2013, nous sommes assez proches des points intermédiaires de la trajectoire, mais comme il s'agissait d'une trajectoire qui était montante avec une pente ascendante, l'effort qui reste à faire pour atteindre cet objectif 2020 est important, et on sait que le chemin n'est pas simple, clairement. Et pour les chiffres de production, par rapport à ce 17, ils sont de 10,5 millions de tonnes sur l'année 2012, dernier chiffre stabilisé. Les 2013 ne devraient pas tarder. Alors ça, c'est notre horizon de court moyen terme. L'horizon de moyen long terme,
il sera défini après l'adoption de la loi dans le cadre de ce qu'on appellera, qui est appelé aujourd'hui dans le cadre du projet de loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un outil de planification qui a vocation à rassembler, remplacer et compléter divers outils qui existent, que vous connaissez aujourd'hui comme la PPI électricité, programmation pluriannuelle d'investissement en électricité. Il y en a une en chaleur, il y en a aussi en gaz, mais ça ne sera pas un objet qui va évidemment tout planifier, mais ce n'est pas non plus seulement un objet de planification rassemblant ces trois éléments. C'est aussi un document qui, adopté par décret, donc je donnerai une certaine solennité, devra tracer tous les chemins des politiques énergétiques, dont l'efficacité énergétique, l'ensemble des moyens de production, mais aussi les questions de sécurité d'approvisionnement, de compétitivité et toutes énergies confondues. Ce document devra être adopté dans un cadre, d'une part, de concertation en amont, bien entendu, avec des étapes formelles de consultation, par exemple du Conseil national de la transition écologique, et présenté pour avis aux commissions compétentes du Parlement. Il sera révisé tous les 5 ans, et dans la version actuelle du projet de loi qui est actuellement en examen dans les commissions consultatives et au Conseil d'État, il est prévu, après une première PPE qui serait sur 3 plus 5 ans, d'avoir ensuite des programmations sur 5 plus 5 ans, revues tous les 5 ans avec 2 périodes de 5 ans. La première, on va dire, ferme, et la deuxième, sujette avec des variantes et des scénarios, évidemment révisée quand on passe 5 ans après à l'élaboration de la programmation suivante. Donc, et c'est entre autres par ces éléments de programmation pluriannuelle de l'énergie que nous pourrons définir... il tombe tout seul, que nous pourrons définir les trajectoires en termes d'énergie renouvelable. On devra donc visiter et revisiter pour l'ensemble de la biomasse et pour le bois et énergie les perspectives en se disant que les arbres, certes, montent haut, mais ne montent pas au ciel, que j'y reviendrai. Il y a divers types de freins, dont la question, mais elle n'est pas la seule, de la mobilisation de la ressource, qui est un des éléments à prendre en compte dans ces perspectives. Alors, si on parle, si je fais quelques zooms, en parlant d'enjeux, de leviers d'action pour le court et moyen terme, et en les regardant un peu par sous-secteur, ma séparation est peut-être artificielle, encore que. On pourrait commencer par le chauffage individuel et ensuite parler des installations collectives, puis réaborder la question de la ressource. Pour le chauffage individuel, du point de vue du ministère, les enjeux que nous identifions, c'est autour de l'amélioration des performances du parc existant et évidemment des nouveaux appareils, avec le renouvellement du parc existant, plus l'installation d'appareils nouveaux performants, à la fois pour améliorer les performances énergétiques et aussi, rappelons-le, réduire les émissions atmosphériques qui sont, pour les installations de chauffage, non pas prises une par une, mais en global, un enjeu important, en particulier dans certaines zones atteintes par les dépassements des valeurs limites pour les particules, en disant bien que les sources sont multiples. Il ne s'agit pas là de stigmatiser telle ou telle source, mais de constater que globalement, selon les régions, les sources de particules sont multiples. Alors, quand on regarde les perspectives ou les objectifs, ce qui a été évoqué depuis quelques années, justement, entre autres avec cette amélioration de l'efficacité énergétique, ça serait de passer d'environ 7,5 millions d'appareils, enfin de chauffage individuel aujourd'hui, à 9 millions d'unités en 2020, mais avec l'amélioration de l'efficacité énergétique, d'avoir une consommation identique de la ressource. Alors, les leviers, ils sont, vous les connaissez, le crédit d'impôt pour les particuliers qui a connu de nombreuses évolutions, qui devrait représenter, d'après nos perspectives, pour l'année 2014, sur l'ancien régime, puisqu'il va changer sous peu, une centaine de millions d'euros, comme Madame la Ministre l'a dit plusieurs fois, je crois encore ce matin. De manière générale, le crédit d'impôt au développement durable pour les particuliers va être simplifié et renforcé à partir du 1er septembre 2014 jusqu'au moins au 31 décembre 2015.
simplifié dans le sens que nous n'aurons plus qu'un seul taux et non pas la différenciation de deux taux privilégiant les bouquets de travaux. Bon, ça devrait amener, et ce taux a été annoncé à hauteur de 30%, ça devrait amener une dynamique renforcée pour tout ce qui est efficacité énergétique et aussi donc l'amélioration des chauffages dans les logements. Bien entendu, les modalités restent encore à transcrire dans les outils fiscaux. Cela va être fait évidemment incessamment puisque le dispositif sera opérationnel dès septembre. On a aussi les soutiens qui peuvent être apportés par les certificats d'économie d'énergie. Rappelons juste à titre d'illustration que pour la période 2011-2013, les certificats d'énergie, il y a une partie, certes minoritaire, mais une partie qui est orientée vers le soutien aux énergies renouvelables, et en particulier aux énergies renouvelables thermiques. 60% a été consacré cette période justement au chauffage biomasse. Comme vous le savez, une troisième période est en cours de préparation pour un triennal 2015-2017 avec un ensemble d'éléments renouvelés. D'une part, un objectif global porté à 600 TWh CUMAC sur 3 ans, renforcé, des procédures simplifiées, entre autres pour les opérations standardisées qui passeront en mode déclaratif avec contrôle a posteriori et non pas en mode d'instruction a priori, et aussi un sujet qui a fait débat dans tous les secteurs, la révision des fiches d'opérations standardisées pour prendre en compte l'évolution des techniques et réglementations. Bon, on a aussi d'autres leviers, comme par exemple les travaux que mènent les professionnels en lien avec les pouvoirs publics, en particulier l'ADEME, comme le label Flamme Verte, dont je crois que des nouvelles versions, je ne sais pas si ça a été signé ou si ça va l'être dans la journée, Jean-Louis Ball, ce matin, voilà, ça a été signé. C'est aussi un élément, cette dynamique des professionnels qu'il faut saluer. Alors, sur les installations collectives, on a évidemment là un potentiel de croissance qui, dans les perspectives tracées pour les horizons 2020 et même au-delà, est important. Et dans les objectifs, comme je vous avais énoncé, on se focalisait principalement sur la production de chaleur renouvelable, soit en extension des réseaux de chaleur, soit en verdissement des réseaux existants, ou les deux. Donc c'est l'axe prioritaire, globalement, dans l'idée qu'on a le souhait de développer des installations à haute performance énergétique, principalement pour la chaleur. Ça peut être aussi le cas, mais là on a des retours d'expérience à faire sur le secteur électrique pour définir et mettre en œuvre des systèmes qui permettraient de favoriser l'émergence d'installations à haute performance en cogénération, ce qui est possible, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas aussi, parce qu'on apprend en marchant. Alors évidemment, par rapport aux installations collectives, parce qu'entre autres sur un bassin de population ou un bassin forestier, elles peuvent représenter un impact important, la question de la mobilisation de la ressource en bois est importante. Ce que tout le monde dit, et nous le partageons à la DGEC, c'est qu'elle doit être synergique pour tous les usages et non pas en compétition. C'est un sujet lourd et riche, ou riche et lourd. Je pense que d'autres que moi en parleront après. Mais je crois que c'est déjà important de partager ce diagnostic qu'il n'y a pas, d'une part, il n'y a pas d'issue possible dans la concurrence des usages, et il faut plutôt au contraire que l'ensemble des usages attire plus de mobilisation de la biomasse, que le bois énergie doit évidemment pas être d'abord, on ne doit pas prendre du bon bois de construction ou de l'ameublement pour faire de l'énergie. A contrario, il faut réutiliser toutes les chutes, et le bois énergie peut être un débouché qui est important pour la filière. Il faudra déjà partager, la filière forestière, bois et les filières utilisatrices, partager ce constat a fait l'objet de nombreux échanges depuis des mois, voire des années, mais je crois que maintenant tout le monde le partage. Reste à trouver un certain nombre de leviers. Je pense que vous en reparlerez les uns et les autres. Alors, pour ce qui est spécifiquement de soutenir le développement des installations collectives, comme l'a dit Madame la Ministre, nous avons le Fonds Chaleur. D'ores et déjà, il est depuis quelques années doté d'autour de 200 à 220 millions d'euros par an, et sa mise en œuvre par l'ADEME a permis
de soutenir globalement des centaines, voire plus de 1000 projets. Et sur la biomasse, sous le regard vigilant de l'ADEME, nos éléments sont que sur 2009-2013, on est à 600 projets qui représentent une aide de 500 millions d'euros dans bois énergie et une production quand même attendue de 1 million de TEP, équivalent pétrole. Et dans les échanges qu'on a avec l'ADEME, globalement, il y a sur ces projets peu de taux de chute, on va dire. Ils avancent, ils touchent un peu tous les territoires, ce n'est pas seulement les grandes agglomérations, les endroits qui sont au milieu de la forêt. On a des projets significatifs. Je crois que la semaine dernière, vous savez, de l'ADEME, c'était dans le Nivernais, une aide de plusieurs millions d'euros. Enfin, ça avance un peu sur tous les territoires. Alors, Madame la ministre a annoncé que sur 3 ans, il y aurait un doublement pour accompagner la montée en puissance sur tous les secteurs des énergies thermiques et de récupération, dont évidemment la biomasse bois. On a aussi d'autres outils qui, dans le cadre plus général de la transition énergétique et de l'accompagnement de la loi de programmation, vont être mis en œuvre, entre autres une enveloppe globale de 5 milliards d'euros de prêts à taux très intéressants pour les collectivités locales, mise en œuvre par la Caisse dépôt et consignation, et qui pourra entre autres évidemment se focaliser sur, bien entendu, tout ce qui est rénovation énergétique, entre autres des bâtiments, mais aussi sur les énergies renouvelables. Pour amplifier la mobilisation, je voudrais signaler un article qui est dans le titre 8 du projet de loi de programmation sur les outils et l'action territoriale, un article qui reclarifie la compétence des communes ou intercommunalités pour le développement des réseaux de chaleur et qui propose que d'ici, je crois, 2018, si je ne me trompe pas, ces acteurs élaborent un schéma de développement des réseaux de chaleur et froid dans leur ressort territorial et en particulier en identifiant le potentiel renouvelable. Alors, quelques mots, même si je n'en suis ni le spécialiste ni le seul détenteur, car c'est un sujet multi-acteurs, sur la question de la mobilisation de la ressource. Il y a donc un vrai enjeu de ne pas être en conflit d'usage globalement, macroéconomiquement, on va dire, mais aussi dans chaque territoire, avec divers acteurs, l'État, mais aussi donc, on va dire, les professions au sens large, a d'abord identifié, je ne sais pas si c'est d'abord, mais en tout cas, partant de l'amont, identifié le besoin de suivre ces questions au plan de la connaissance, on va dire, statistique. Sous pilotage du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, est en cours de mise en place une veille économique mutualisée et il y a des travaux pour améliorer et préciser à la fois au plan national et au plan régional les travaux, les productions de l'Observatoire national de la biomasse. Donc ça, c'est la connaissance. Alors après, il y a des discussions en cours sur tous les outils qui pourraient être mis en œuvre de l'incitation, y compris par des aides ou parfois des non-aides, on va dire, pour la mobilisation de la ressource. On identifie les questions, évidemment, de la mobilisation de parcelles peu accessibles, la question d'aller toucher certains propriétaires qui ont du mal à entreprendre des actions de gestion, peut-être parce qu'ils ont une forêt peut-être morcelée ou trop petite. Il y a un ensemble d'actions, il y a un projet de plan stratégique, je veux dire de filière forêt-bois, mais enfin, un projet de plan de filière qui est en cours d'élaboration, entre autres sous les pilotages du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt et du ministère du Redressement productif et de l'Économie, qui traitera ces sujets de la mobilisation, entre autres de la ressource, et plus globalement de la consolidation des filières. Je voudrais juste dire sur cette question, et ça reboucle aussi avec les stratégies d'efficacité énergétique, qu'on a évoqué tout à l'heure, l'amélioration des chauffages individuels. Si on passe de 7,5 millions à 9 millions d'appareils en ayant, in fine, le même bois consommé, c'est autant de tensions en moins. Il y a un autre levier que je voudrais évoquer, c'est aussi la mobilisation des déchets dans le respect des politiques de gestion des déchets, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement qui débutent à la prévention de la production de déchets et finit à leur élimination en passant d'abord par la réutilisation, le recyclage matière, puis la valorisation énergétique. C'est un axe identifié
qui a été présenté le 18 juin dans la globalité de la transition énergétique, puisque vous le savez, un titre du projet de loi est consacré à l'économie circulaire. Donc, il y a l'idée que l'on peut aussi mieux mobiliser pour l'énergie un certain nombre de déchets, dont des déchets de bois. À court terme, un débat qui a beaucoup intéressé, parfois d'ailleurs dans des sens contradictoires, divers acteurs, porte sur les déchets de bois d'emballage style palette, où un arrêté ministériel sur la sortie du statut de déchets de ces emballages, quand ils sont peu pollués, a fait l'objet de nombreuses concertations sous l'égide de nos collègues de la Direction générale de la prévention des risques, qui nous ont dit que ça y est, la période de statu quo européen, après les notifications au titre des directives européennes sur le libre marché, est terminée. Et semble-t-il, personne ne s'est exprimé contre cet arrêté français, ce qui permet donc de le prendre relativement vite maintenant, cette étape importante étant franchie. Plus au-delà, globalement, il y a l'idée d'avoir une politique ambitieuse de prévention et de valorisation des déchets en général, dont vous trouverez 3 articles qui ne résument pas toute cette politique, bien entendu, dans le projet de loi sur la transition, et plus globalement un ensemble d'actions en cours de finalisation qui s'appellera Plan déchets, je crois, 2014-2020, faisant suite au précédent plan déchets qui était 2009-2012. Il fixe un certain nombre d'objectifs qu'on retrouve dans le projet de loi. Par exemple, diminuer la production de déchets, moins 7% d'ordures ménagères assimilées exprimées par habitant, et diminuer la mise en décharge, 50% de moins à horizon 2025, avec un point de passage à 30% en 2020, et où la contrepartie, c'est que les déchets non dangereux, non inertes, c'est-à-dire déchets ménagers assimilés DIB d'entreprise, le taux de valorisation passerait d'ici 2025 d'environ 50% à 60%. Le gros axe, c'est évidemment le recyclage matière ou la valorisation organique pour les fermentés cibles, mais c'est aussi la possibilité d'un développement maîtrisé d'installations traitant des combustibles solides de récupération sans les détourner de la valorisation matière, donc plutôt en se focalisant sur les refus de tri, en respectant bien entendu pour ces installations les normes d'émissions atmosphériques de l'incinération de déchets, car réglementairement ce seront des incinérateurs de déchets. Il ne doit pas y avoir là-dessus d'ambiguïté. Et il y a un potentiel qui est identifiable. La loi de transition énergétique, dans les divers objectifs de la politique déchets, le cite. Et il y a donc, bien entendu, maintenant, une fois que ça commence à avancer, à préciser le cadre de développement et de soutien qui mobilisera les services du ministère, DGEC et DGPR, et l'ADEME. Alors, bien entendu, dans ces combustibles solides de récupération, il n'y aura pas que du bois, mais il y en aura. Je pense qu'on a un potentiel de bois qui, aujourd'hui, finissent, on va dire, bêtement en décharge, qu'on doit pouvoir sortir de la décharge. Ça peut aussi, à terme, alléger un peu la tension sur la biomasse en général. Néanmoins, je veux redire, on a parlé de développement maîtrisé, de priorité au recyclage matière. Il ne s'agit pas de se faire croire qu'on va créer de gigantesques installations de combustion qui vont drainer des déchets de partout, sur toute la France, avec tous les effets, voire d'ailleurs avec tous les effets pervers que l'on pourrait avoir, entre autres sur le recyclage matière. Donc, il s'agira de les concevoir dans une optique aussi un peu de flexibilité, y compris si à un moment il y a moins de déchets, qu'ils puissent fonctionner avec autre chose, par exemple. Donc tout un enjeu là aussi. Dernier élément un peu technique que je voulais évoquer, Madame la Ministre, là je pense, dit ce matin, qu'on a aussi donc la question de la production d'électricité à partir de biomasse, dont on dit que c'était plutôt par rapport à la production de chaleur, par rapport au bois, une priorité non pas secondaire, mais seconde en volume. C'est clair, enfin, les volumes des programmations l'ont bien montré. En même temps, on voit qu'on a un besoin de lisibilité du cadre. On a eu des expériences plus ou moins réussies sur les appels à projets précédents. On a aussi besoin, de toute façon, de s'adapter par rapport à divers enjeux, dont globalement le sujet des modes de soutien aux énergies renouvelables électriques et leur impact sur les marchés de l'électricité,
Et puis, on a des lignes directrices européennes qui donnent un cadre que l'on doit mettre en œuvre progressivement. Il y a des marges, mais il y a aussi des obligations dans ces cadres. On ne pourra pas forcément ad vitam aeternam rester, que ce soit en méthanisation, en éolienne, en solaire, en cogénération, tout ce que vous voulez, avec nos outils. À la fois parce que, un, les lignes directrices le demandent, et deux, et de toute façon, tout est perfectible. Ce qui est évidemment contraire avec le souhait de lisibilité et de stabilité, mais c'est la vie. Donc, il nous a été demandé par la ministre et son cabinet d'y travailler, d'une part en notifiant un certain nombre de dispositifs existants qui pourront rester en vigueur pendant une période transitoire, dont les tarifs cogénération biomasse, et par ailleurs de lancer une concertation sur diverses filières, et pour ce qui est de la filière bois-énergie, l'idée est de voir, comme de toute façon, à partir de 2017, pour des puissances au-dessus de 1 MW, on ne pourra plus procéder par tarif d'achat standard, mais il faudra faire des appels d'offres. Donc d'y travailler, peut-être d'expérimenter, en tout cas de concerter avec les acteurs, pour voir quelle politique on pourrait faire, bien entendu en ayant en tête tous les sujets qu'on a évoqués dans ces appels d'offres, la gestion des conflits d'usage, le respect de la hiérarchie des usages, une vigilance, voire un feu stop ou un feu rouge sur, entre guillemets, le gigantisme des projets, et donc plutôt, au contraire, privilégier des projets inscrits dans une logique de territoire. Donc si on parle d'appel d'offres, ça ne veut pas dire qu'on ouvre un guichet avec des centaines de mégawatts, c'est que de toute façon on ne pourra pas faire autrement, il faut s'y préparer, peut-être qu'on peut faire quelque chose en transition avec l'actuel tarif, qui par ailleurs n'est pas extrêmement utilisé, même si quelques projets se font parfois pour les petites installations, et commencer des appels d'offres expérimentaux pour, au moment où c'est totalement obligatoire, où il n'y aura plus de tarifs standards, pouvoir faire des appels d'offres, sachant que c'est, si je ne me trompe pas, sous contrôle des services, au-dessus de 1 MW que l'on devra posséder par exemple. Donc, ce n'est quand même pas des gigantesques installations. Donc, on pourra imaginer un tarif pour les moins de 1 MW, mais c'est quand même, ça limiterait fortement. Donc, il va falloir y travailler raisonnablement. Clairement, ce n'est pas non plus par là qu'on va tirer des millions de TEPS. Et il faudra bien entendu voir toutes ces questions, conflits d'usage, projets de territoire, haute performance, et donc plutôt cogénération de haute performance que production d'électricité seule. Mais ça, si on met des critères de performance, ça découle de... Donc voilà quelques éléments. Donc, en vous redisant que, on le voit dans les chiffres, hein, le bois énergie est une énergie renouvelable très présente en millions de TEP. C'est probablement, selon les années, ou même globalement, la première en énergie. On voit qu'on a des objectifs pour toutes les énergies renouvelables et pour celles-là. On a des enjeux et des leviers. Certains viennent faire l'objet de décisions. Ils ne sont pas tous, je dis, dans les mains de la seule politique énergétique, mais quand il y a des politiques à mettre en synergie, il faut les mettre en synergie, en dépassant, je crois que je l'ai dit, ça a été fait maintenant, il faut être synergique et non pas en conflit d'usage. Donc ça nécessite des travaux collectifs et sûrement intéressant de continuer à échanger cet après-midi et bien entendu sur les pistes de ces divers chantiers, qui soient spécifiques énergie, comme je l'évoquais, ou plus larges, comme la mobilisation de la ressource, la structuration de la filière, compte bien entendu, mais en général, on n'est jamais déçu sur les propositions des professionnels. Merci, bon après-midi. Merci, Monsieur Michel, pour cette entrée en matière sur cette deuxième partie de la journée.